Et si les États-Unis n'avaient jamais marché sur la Lune? Et en creusant un peu, j'ai découvert des trucs fous. En 1971, dans une scène du film Les Diamants sont éternels, James Bond s'incruste sur un plateau de cinéma reconstituant les premiers pas de l'homme sur la Lune. Et forcément, ça relance le débat. On est dans une période compliquée aux États-Unis, en plein scandale du Watergate, qui dévoile plusieurs mensonges du gouvernement américain. Donc forcément, entre la scène de James Bond et ça, les théories sont bien relancées. Et si l'alunissage avait été tourné sur Terre, en studio, qui aurait pu réaliser cette séquence? C'est Stanley Kubrick qui a mis en scène l'alunissage en 1969. En 1968 sort son film 2001, l'Odyssée de l'espace. Et pour l'époque, c'est révolutionnaire. Et dans le film, il y a une scène en particulier qui relance les soupçons, quand les personnages s'apprêtent à débarquer sur la Lune. La scène a été tournée sans effets spéciaux numériques dans un studio, et face au réalisme de la scène, beaucoup de complotistes se disent que la NASA, après avoir vu le film, a tout simplement proposé à Kubrick de mettre en scène l'alunissage un an plus tard. Kubrick a réalisé The Shining pour avouer au monde entier la supercherie. Le réalisateur est connu pour son souci du détail et dans le film, beaucoup d'indices semblent faire référence à l'alunissage. On peut notamment noter la référence sur le pull de Danny à la fusée Apollo 11 qui s'est posée sur la Lune en 1969. Dans le film, le propriétaire de l'hôtel a un aigle sur le rebord de sa fenêtre et le modèle lunaire d'Apollo 11 était surnommé l'aigle. Pour le clin d'œil, un clip de DJ Shadow reproduit le tournage avec un sosie de Kubrick. Entre James Bond, 2001, l'Odyssée de l'espace et plus récemment Moonwalkers, il y a plein de choses à raconter. 3, 2, 1. Envoyer un homme sur la Lune et qu'il revienne ensuite sur Terre. Tout ça, c'est des conneries. Est-ce que vous avez vu un film qui s'appelle 2001, l'Odyssée de l'espace, fait par un illuminé, Stanley Kubrick? Une histoire dans l'espace, un ramassis de conneries sans nom, mais on s'en prend plein les yeux. Alors voilà, la question qu'on se pose est la suivante. Si on a quelqu'un qui peut faire croire qu'on a marché sur la Lune, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée de filmer un faux alunissage? On vous a pris un rendez-vous avec l'agent de Stanley Kubrick. Ça va être une opération de grande ampleur. Comment voulez-vous garder ça secret? On va faire comme faisaient les Égyptiens. Emmurer les architectes dans la pyramide. Les architectes! C'est une métaphore! Nous avons une proposition à faire, monsieur Kubrick. C'est une affaire très sérieuse. Ce projet est de la plus haute importance pour mes employeurs. Je ne peux pas en dire plus. Nous apprécierions que vous ne parliez de tout cela à personne. Je vous présente Monsieur Stanley Kubrick. Je voulais qu'on discute d'un projet de film de la plus haute importance. Nous pensons qu'il n'y a qu'un homme au monde qui est à la hauteur. Ce projet est hautement confidentiel. T'as envie que je te tue? Me tuer, il faudrait plutôt me remercier. Les gens commencent à poser des questions, c'est parfait comme couverture. Tout le monde va tomber dans le panneau. Putain, mais tu veux bien me dire ce qui se passe? Bah rien. Comment ça, rien? Sans déconner, on se croirait au carnaval. Qu'est-ce que... J'en sais rien, c'est pas à moi qu'il faut demander. J'en sais pas plus que toi. Johnny, est-ce que j'emmène les costumes au plateau? Ouais. C'est un film sur des hommes qui vont sur la Lune. Génial. C'est à la mode. Et ils font quoi une fois qu'ils y sont? Ils arrivent, ils font un petit tour, et ils plantent un drapeau, et ils rentrent chez eux. Mais il faut qu'on y croie. Alors vous avez intérêt à être bon. D'accord. Il faut qu'on soit sûr de pouvoir compter sur le film de votre agent. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est nous qui reprenons les rênes à présent. Vous ne croyez pas qu'on allait vous laisser diriger seul? Tout ce qui reste à faire, c'est filmer et renvoyer les images. Eh bien, j'espère pour vous que ce sera convaincant. Tom, qui sont ces hommes? Et me touche pas, toi, espèce de sale SS! Tout le monde debout, rendez-vous sur le plateau. Allez, tout le monde à son poste. Les astronautes en tenue. Je t'avais dit que ce type était un nazi. C'est pas si mal, hein? Putain, il l'a fait. Nous serons prêts à transmettre dans une demi-heure. Tout est prêt, on peut y aller. On diffuse les images de Monsieur Kubrick. On reçoit des images! On reçoit des images! C'est un petit pas pour l'homme. Je m'appelle Buzz Aldrin.
Aujourd'hui, l'homme a marché sur la Lune. Là-haut, dans l'espace, un nouveau monde à explorer. En tout cas, il y a des choses qui les ont desservis, comme par exemple la conférence de presse de l'équipage d'Apollo 11. Si vous regardez, les gars, ils sont hyper nerveux, ils sont comme s'ils étaient là à contre-cœur, ils ont l'émotion d'un éloge funèbre, alors que quand même, ils viennent partager l'expérience unique d'avoir marché sur la Lune. Et effectivement, cette interview a carrément relancé le débat, notamment lorsque l'on regarde de plus près la fameuse interview. Of all the events of the flight, the Saturn gave us one magnificent ride. We will use a number of films and slides which most of you have already seen, and with the intent of pointing out some of the things that we observed on the spot which may not be obvious to those of you who are looking at them here from the surface of Earth. I have two brief questions I'd like to ask, if I may. When you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar corona what stars we could see. I don't remember seeing any. À la question de savoir s'il a vu les étoiles dans le ciel lunaire, Neil Armstrong semble clairement s'en mêler les pinceaux. Comment aurait-il pu oublier un détail aussi crucial? Le gars, il était sur la Lune. C'est le premier homme à avoir marché sur la Lune. Et il ne se rappelle pas si le ciel avait des étoiles. C'est quand même très bizarre. Pour couronner le tout, Michael Collins, membre de l'équipage, intervient pour soutenir la réponse d'Armstrong en affirmant que lui aussi, il n'a pas vu des étoiles. Mais il y a un problème parce que Collins, il n'était même pas présent lors de la fameuse marche lunaire. Ces révélations ouvrent la porte à toute forme de théorie, y compris celle de la mise en scène totale de la mission. Et si tout cela n'avait été qu'une mascarade, le gouvernement américain a truqué l'alunissage, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont accompli leur mission sur un plateau de tournage secret situé soit dans les collines d'Hollywood, soit dans la zone 51. On ne peut pas nier qu'il y a quand même des détails banals au premier abord qui poussent quand même à s'interroger. Par exemple, un détail tout à fait banal, on est d'accord qu'en 1969, la technologie de la télévision était médiocre. La qualité d'image des stations situées ne serait-ce qu'à quelques kilomètres de la ville était mauvaise. La Lune se trouve à environ 384 400 km de la Terre. Comment ont-ils pu atterrir sur la Lune et diffuser en direct des images aussi claires que si vous regardiez une émission de télévision? Les étoiles non visibles, il faut avouer que derrière c'est noir, l'empreinte de pas qui ne correspond clairement pas aux chaussures de la tenue de Armstrong, et la fameuse roche qui avait un C incrusté dessus. Là, ils ont dit que, si je me souviens bien, c'était un cheveu. Mais moi, j'ai décidé quand même de me consacrer au plus gros du dossier, car la partie qui a été le plus difficile de casser, c'est la fameuse interview de Stanley Kubrick. Je sais que c'est une interview réelle, je sais qu'il s'est réellement exprimé. Je vous mets immédiatement un extrait. Why are you giving this interview? I mean, tell me why. The fake moon landing. The rumor about the fake moon landing, you're saying it's true? Yes, I'm sorry, I thought you knew that. No, I didn't. I mean, I've heard it, like anyone else has heard it, but oh okay. yeah, it was fake. Wait, okay. You're telling me now for the first time? Why not CNN or? Well, the rumors were true. The moon landings were fake. Okay, tell me how. I was contacted by NASA. I started making 2001. That's the space movie. So you're saying when you're doing the space movie, they contacted you then? Obviously there was a relationship between that? Yes, that's right. Okay, so what happened? He wanted me to film a fake landing with fake astronauts, well not real astronauts, but fake the exploration of space. But why did they have to fake it? Why? Because it is impossible to get to the moon. It's just not possible. It wasn't possible in 1969, and it's not possible now. We can't tell people the truth, that we can't get to the moon. It would be disastrous for NASA. Do you ever worry about them killing you because of the secret? Obviously the government said it will kill you if you say anything. I mean, that's a standard top secret. It's understood, even if it's not said. Right, but they did say it to you, I presume. Yeah. But they tried to be cute about it, but yeah, it was
Cette vidéo a été secrètement publiée 15 années après la mort de Stanley Kubrick. Il avait lui-même précisément indiqué qu'il ne voulait pas que sa confession soit publiée au moins avant une quinzaine d'années. Que le film The Shining de 1980 est en fait la confession cryptique du directeur quant à ses faux alunissages, à base de pas mal de petits détails cachés qui peuvent en dire très très long. Encore une coïncidence qui a tendance à s'inscrire dans le schéma d'une évidence. Clairement, Kubrick connaissait des secrets et aimait bien les divulguer à demi-mot dans ses films. Que la vérité est enfin en train de surgir. Les implications d'une telle révélation seraient considérables, remettant en question tout ce que nous pensions savoir. Parce qu'on vit dans une matrice, lorsque nous nous aventurons dans des schémas de réalité non conventionnels, la vérité peut sembler beaucoup plus étrange que la fiction. C'est pour ça que mes recherches m'ont conduit au firmament. Le mot firmament vient du latin firmamentum, signifiant un objet solide et une construction prééminente dans les mythes de la création de l'Antiquité. Mais son contexte est le plus fréquemment lié à la cosmologie biblique, où il est connu comme le vaste dôme solide créé par Dieu. Le firmament était donc considéré comme une structure solide dans le ciel, une sorte de dôme qui séparait les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et dites-vous qu'on retrouve ça dans la quasi-totalité des livres religieux. Dans le modèle hébreu, le firmament est connu sous le nom de Rakia, une structure qui protège la terre du théum ou de l'océan cosmique situé au-dessus. À ce stade, il n'est pas non plus surprenant que d'autres cultures anciennes y fassent aussi référence. Que ce soit dans la mythologie hindoue, celtique ou scandinave, on y trouve des allusions au firmament. Ici au Nevada d'ailleurs, j'ai découvert que dans la tradition navajo, on trouve de multiples références au firmament. Ici, le créateur de l'univers, le dieu noir, créait des constellations une par une et les plaçait dans le firmament. De même, les Incas croyaient que le monde des dieux se trouvait dans le firmament et était connu sous le nom de Hanan Pacha. Prévisiblement, la présence missionnaire catholique a assimilé le Hanan Pacha au paradis. La représentation la plus captivante du firmament est-elle Nut, la déesse du ciel des étoiles, du cosmos, de l'astronomie et de l'univers dans la religion de l'ancienne Égypte, qui est représentée en courbure au-dessus de la terre comme une représentation vivante du firmament avec des étoiles incrustées en elle. Il est clair que les anciens croyaient en l'existence d'une terre en forme de dôme qui sépare notre monde du royaume supérieur. Si on nous a menti sur tout, y compris sur la taille de la terre, sur la forme de la terre, de fil en aiguille, ça m'a ramené au sujet que je crois franchement que de toutes mes vidéos et de tous mes sujets, c'est celui qui m'a le plus passionné, la fameuse carte de 1892, la fameuse carte d'Alexandre Gleason. Cette carte montre le pôle Nord au centre de la planète. On peut voir que le pôle Sud, en fait, est représenté comme englobant tout le périmètre extérieur de la planète. De base, beaucoup pensent que Gleason est une représentation du mur de glace de l'Antarctique et qu'au-delà de ce mur de glace, nous seraient dissimulés d'autres continents. Les Nations Unies ont introduit leur logo qui mettait en vedette la Terre entourée d'un mur, mais sans représentation réelle de l'Antarctique. Une couronne de laurier entoure le mur extérieur et s'ouvre en haut. Dans la mythologie grecque, la couronne de laurier est associée à Apollon, le nom utilisé dans les missions Apollo vers la Lune. Tout comme la carte du monde de Gleason, le pôle Nord est représenté au centre. L'omission du pôle Sud est conforme au mandat des Nations Unies, cacher et contrôler ce que les nations peuvent ou ne peuvent pas faire au pôle Sud. Fait intéressant, d'autres organisations utilisent la même carte exacte avec la même couronne de laurier, comme l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Organisation maritime internationale. Représente-t-elle un consensus de compréhension que le pôle Nord est spécial et peut-être identique à un mur de glace qui fait le tour de notre monde tout en cachant la présence de continents supplémentaires au-delà? L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc de l'OTAN, a été lancée le 4 avril 1949. Cependant, ce n'est qu'en juillet 1958 que le National Aeronautic and Space Act a été promulgué en loi, créant l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, la NASA, avec pour mission de mener des recherches sur les problèmes de vol à l'intérieur et à l'extérieur de l'atmosphère terrestre. Ou voulait-il plutôt dire le firmament. Et par conséquent, nous réalisons maintenant que nous vivons dans un monde dirigé par une cabale satanique qui souhaite nous garder captifs comme des esclaves. Avec cette connaissance, la manipulation de notre histoire prend désormais un sens. L'existence du firmament, du mur de glace, c'est ardos à appréhender, à mentaliser, je le répète, même moi je me suis dit non mais la meuf c'est trop gros, mais en même temps le monde est effrayant et les hommes qui constituent le gouvernement invisible,
qui tirent les ficelles et qui utilisent leur richesse illimitée pour acheter les politiciens, les médias, l'industrie du divertissement, les universités, l'industrie médicale et les soi-disant experts sont animés d'une soif satane de diriger le monde. Ils croient toujours que la fin justifie les moyens. Ces bâtards sociopathes ne se soucient pas du nombre de personnes qu'ils tuent ou du nombre de vies qu'ils ruinent financièrement dans leur quête incessante de mammon. Ils se proclament Dieu en raison du pouvoir qu'ils peuvent exercer grâce à leur richesse mal acquise. Leur arrogance et leur orgueil n'ont pas de limite. Quand j'étais à l'école, je le savais que la Terre était ronde, parce qu'on me l'avait dit. Mais finalement, c'est pas un peu léger? Le jour où j'ai entendu parler de la théorie de la Terre plate, la version biblique, créationniste, celle qu'on pourrait qualifier de complotiste, eh ben ça m'avait interpellé, parce qu'il y a une différence entre apprendre et comprendre. Et j'avais seulement appris que la Terre était ronde. 10% des Français pensent qu'elle est plate. Ça m'étonne pas tant que ça. Ils se font pas mal insulter, traités d'imbéciles. Ce sont peut-être pas les plus bêtes, hein. En tout cas, ils le sont moins que tous ceux qui essayent de leur expliquer pourquoi la Terre est ronde, parce qu'on leur a appris, mais sans l'avoir réellement compris. Et eux, ils sont plus de 10%. Oui, c'est un rond ou c'est pas un rond, ça? Ah non, ça c'est une terre ronde. Un rond. Plat, oui, mais rond. Non, parce que ça c'est une sphère en fait. Alors évidemment, chez les conspirationnistes, il y a des cons. C'est normal, il y en a de partout. Il y a des crédules aussi, prêts à croire n'importe quoi. En effet, c'est des lunettes pour démasquer les reptiliens. J'en ai acheté 2 paires. Mais il y a aussi des curieux, souvent plus attachés à leur perception du réel qu'à ce qu'on leur demande de croire bêtement. Et ça prend sens finalement à une époque où l'on est de plus en plus déconnecté de la réalité. Et j'arrive à comprendre celui qui doute, hein, et je trouve ça très sain. Si évidemment il se donne la peine de justifier ses doutes. Moi-même, je doute. Beaucoup. J'ai finalement plus de mal à comprendre celui qui s'acharne sur celui qui doute. Est-ce que c'est pour prouver qu'il est plus intelligent? Qu'on lui a enseigné la bonne vision du monde? Ou est-ce qu'il a peur que ses certitudes s'écroulent? Non mais il y a des choses qu'on peut pas remettre en question, c'est comme ça. Qu'on remette en question nos médias, la bonne volonté de notre gouvernement, les écarts d'humanité de certains intouchables, ou une conspiration planétaire sur les bordures cachées de notre Terre plate, eh ben on finit tous au même endroit. Oui, dans mon panier à complotistes. Mais croire en une Terre plate entourée d'un mur de glace avec pour certains d'autres continents autour, hein, où entre autres vivraient les Atlantes de l'Atlantide qui auraient migré. 4 moyens de démontrer que la Terre est ronde sans aller dans l'espace. Prenons une joueuse de basketball d'1,80 m et un enfant haut d'1 mètre. Si un bateau apparaît à l'horizon et que la Terre est plate, à vision égale, les deux le verraient en même temps et en entier. Mais si la Terre est ronde, la basketteuse plus grande verra le bateau en premier et seulement le haut du mât. Alors qu'au même moment, l'enfant ne verra encore rien du tout. Si la Terre est bien ronde, ça se passe comme ça, c'est comme ça qu'on l'explique. Mais ça reste que des maths posées sur une feuille. C'est pas de la science, il manque énormément de paramètres. Et là, on sent bien que même s'ils font style d'être impartial... Scientifique même. Ils sont évidemment persuadés que la Terre est ronde, donc ils partent de ce postulat. Parce qu'à l'inverse, en partant du principe que la Terre est plate, je peux très facilement t'expliquer pourquoi la basketteuse verra le bateau avant le petit bambino. Et ça de plein de manières différentes. Perspective, distorsion visuelle, hydrométrie, reflet de l'eau, pollution, tout ça. Mais je vais faire simple et je vais faire, comme ils ont pris dans leur exemple, seulement par le biais des mathématiques, en te disant que quand tu as une surface d'eau comme ça, une chose qui arrive obligatoirement, c'est des différences de niveau de l'eau qu'on peut représenter par, s'il te plaît, des vagues, et se dire que quand tu vois déjà qu'il y a des vagues de 50 cm au bout de 20 mètres, au bout d'1 kilomètre, elles peuvent déjà faire 1,50 m. Et déjà là, tu peux te dire que 1,50 m au bout d'1 kilomètre, arrivé à une certaine distance, le petit gamin, il verra plus grand chose. Voilà. Alors que la miss, elle le verra toujours. Sauf que plus tu t'éloignes, plus tu arrives à des vagues qui peuvent dépasser sa taille. Et donc qu'elle perde en vision et qu'elle ne le voit plus. Et tout simplement, notre vision n'est pas illimitée. C'est un fait. Ce que je veux dire, c'est que logiquement, il faudrait pas seulement prouver que la Terre peut être ronde, mais qu'elle l'est à coup sûr, ou tout du moins qu'elle est pas plate. Prenez 2 amis discutant sur Skype. L'un habite Strasbourg, l'autre Brest. Demandez-leur d'observer un coucher de soleil au même moment. Si la Terre était plate, les deux verraient le soleil se coucher en même temps.
Si la Terre est ronde, le Strasbourgeois verra le soleil se coucher plus de 45 minutes avant le Brestois. Oh là 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 là, ça observe peut-être le nouvel Obs, mais ça se renseigne pas du tout. Jamais personne dans la théorie de la Terre plate a dit que le soleil y passait dessous. Non, le soleil, ça serait une lumière directionnelle qui serait au-dessus de la Terre et qui ferait des cercles, comme ça. Donc ça expliquerait pourquoi le soleil disparaît 45 minutes avant à Strasbourg qu'à Brest. Et les lois de la perspective seraient censées expliquer pourquoi ça nous donne l'illusion qu'il se couche, alors qu'il reste face à la Terre. Lors d'une éclipse lunaire, l'ombre de la Terre passe devant la Lune. Si la Terre était plate, vous verriez une ombre toute droite sur la Lune. Mais comme la Terre est ronde, l'ombre est bien une courbe. Non mais ils sont sérieux là? L'autre il croit qu'il a trouvé le moyen imparable de clore le débat. C'est un autre phénomène qui crée les éclipses. Alors après ça dépend, c'est parfois le passage d'un autre corps céleste d'habitude invisible, ou alors ce serait la Lune qui enverrait sa propre lumière. Ouais, un peu comme un phare de bagnole. Hein, et puis de temps en temps, elle roule feu éteint. Il faut comprendre qu'il y a des platistes qui ont beaucoup réfléchi à leur sujet, et qui ont donc des réponses qui tiennent la route à peu près toutes les questions. Contrairement à pas mal de personnes leur disant « Bah, la Terre, elle est ronde !» Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas répondre à une question si complexe, même si pour certains elle paraît simple, par une réponse si balourde, par une vidéo si mal faite. Là, on a juste l'impression qu'on nous dit « Bah, la Terre est ronde parce que c'est comme ça, parce qu'on nous l'apprend à l'école !» Et ça m'a amené cette question. Est-ce que c'est pas prendre les gens pour des cons? Parce que penser qu'on nous cache des vérités, qu'on nous ment, ça me semble plutôt logique quand on voit que c'est souvent le cas. Le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière. Ouais, c'est moi qui l'ai dit à l'époque. Je crois qu'il faut douter. Mais il faut avant tout confronter ses doutes et ne pas avoir peur de se tromper et rester ouvert. Avec les lois de la gravitation, si la Terre était plate, plus vous vous éloigneriez du centre de la Terre, plus vous seriez penché. Et les arbres aussi. Si la Terre est ronde, ce qui se trouve à sa surface est attiré vers le centre, donc tout reste droit. Faut savoir que pas mal de platistes réfutent les lois de la gravitation, donc faire appel à elles, c'est pas si fin. Et après, si on part de l'idée que la Terre est plate, il faut réfléchir en tant que tel. Faut partir du principe que si la Terre est plate et qu'on est tous bien droits en effet, ça veut dire que si gravité il y a, elle est comme ça la gravité. Tout simplement. Alors, pourquoi elle peut être comme ça? Peut-être parce que c'est cet élément-là qui fait la gravité, j'en sais rien. Ou alors, il y a très très loin, mais vraiment loin, un aimant ou un trou noir si tu veux, qui attire vers le bas. Et il est tellement loin que l'angle est extrêmement minime. Voilà, ça s'explique. Nous en avons beaucoup appris sur la gravité grâce au légendaire Isaac Newton. C'est lui qui a théorisé le premier la loi de la gravitation. Il nous a appris que deux objets dans l'univers ne peuvent pas ne pas être attirés l'un par l'autre. L'intensité de cette attraction dépend de deux facteurs. La taille des objets, c'est-à-dire leur masse et leur proximité. Si cette théorie était réelle, cela voudrait dire que tout objet agit comme un aimant. Or, ce n'est pas ce que l'on expérimente dans la vie de tous les jours. En effet, un humain est bien plus massif par rapport à une particule microscopique que la Terre par rapport à la Lune. Sans oublier que la distance qui nous sépare de ces particules est bien plus petite que la distance qui sépare la Terre de la Lune, et qui pourtant l'attire vers elle. Pourtant, à aucun moment nous ne sentons les particules flottantes de l'air ambiant venir se coller précipitamment à notre peau comme le feraient des particules d'aimant avec un gros corps aimanté. Nous devrions constamment avoir de minuscules particules qui viennent s'ajouter à notre peau en augmentant notre potentiel d'attraction à n'en plus finir. Nous finirions enterrés et étouffés par cette gravité. Comme tu peux le constater, nous avons du mal à expliquer le fonctionnement de la gravité à grande échelle. À savoir que si la Terre était ronde, ça veut dire qu'en Australie, ils auraient la tête à l'envers. Ça tient pas debout. Deux corps placés à une certaine distance l'un de l'autre s'attirent. Ce phénomène s'appelle la gravitation. Plus les deux corps sont éloignés, plus l'attraction qu'ils exercent l'un sur l'autre est faible. Plus leurs masses sont importantes, plus l'attraction est forte. Notre planète attire vers son centre les objets et êtres vivants qui se trouvent à sa surface. Cette attraction les maintient au sol, quel que soit l'endroit où ils se trouvent à la surface de la Terre. C'est aussi pour cette raison que lorsqu'un objet est lâché, il tombe toujours vers le bas, c'est-à-dire vers le centre de la Terre. Le poids d'un corps est l'intensité de la force d'attraction exercée par un astre, par exemple la Terre, sur ce corps. Il est proportionnel à la masse de ce corps. Le poids s'exprime en newtons. On a pesé quelques pommes. Leur masse vaut 2 kg. Leur poids, qui est proportionnel à la masse, vaut 19,6 newtons.
Mais dans quelle situation s'intéresse-t-on à leur masse ou à leur poids? Si l'on souhaite porter un objet sans effort, il faut que son poids ne soit pas trop grand. Qui tombe le plus vite? La boule de bowling ou la plume? Eh ben, c'est la boule de bowling. Mais ça n'est pas parce qu'elle est plus lourde que la plume, mais parce qu'elle offre moins de résistance à l'air qu'elle. Entre une balle de ping-pong, qui pèse pratiquement rien, et une boule de bowling, les deux tombent à exactement la même vitesse, car les frottements de l'air sont donc identiques. Que ce soit une crotte de pigeon, un paquebot ou Maïté, la force de gravité fait tomber tous les corps à la même vitesse. Nous savons que la masse et le poids sont liés et qu'ils sont toujours proportionnels l'un à l'autre. Nous savons aussi que le poids d'un corps est l'intensité de la force d'attraction exercée par un astre, comme par exemple la Terre, sur ce corps, pour le maintenir sur le sol sphérique. Or, l'expérience que nous venons de voir montre que sans l'influence de particules gazeuses, tout objet tombe à la même vitesse. Ce qui signifierait que l'intensité d'attraction terrestre serait pareille pour tout objet, peu importe son poids ou sa masse, puisque les particules dans l'air n'entravent aucunement les effets de la gravité lorsque nous sommes déjà fixés au sol. Si l'on en croit ces théories sur la gravité, un éléphant devrait être aussi facile à soulever qu'une plume. Si l'intensité de la force d'attraction est la même pour tout objet, peu importe sa masse, comment expliquer que la gravité soit assez forte pour maintenir un éléphant au sol et pourtant assez faible pour permettre à une sauterelle de sauter et de s'envoler? Comme cette vidéo le démontre aussi, toutes les particules flottantes dans l'air ne devraient pas flotter ni s'envoler dans les cieux, mais plutôt tomber, comme nous tous, sur le sol terrestre. Que la Terre, elle a deux mouvements, un mouvement sur elle-même et un mouvement autour du Soleil. Alors contrairement à ce qu'on croit parfois, Copernic, il n'est pas capable de prouver qu'il a raison, il n'est pas capable de montrer que ces mouvements sont réels. Tout ce qu'il peut dire, c'est que le modèle du monde qui base sur ces deux mouvements, eh bien il est plus simple, logique, cohérent que celui des Grecs anciens, qui avait la Terre immobile au centre de l'univers. Si Copernic a raison et que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, ça veut dire que comme elle fait 40 000 km de tour, à l'équateur, le sol doit bouger à peu près à 1600 km/h, d'ouest en est, et même à la latitude de l'Europe, c'est encore à peu près 1000 km/h. Alors est-ce qu'il y a un moyen de se rendre compte qu'à l'instant où je vous parle, par exemple, le sol sous mes pieds, il tourne à 1000 km/h d'ouest en est? La première chose à laquelle on pourrait penser, c'est par exemple la force centrifuge. La force centrifuge, c'est une force vers l'extérieur qui s'exerce sur tout objet en rotation rapide sur lui-même. Lorsqu'on aborde un virage en voiture, une force va avoir tendance à nous déporter vers l'extérieur. Tous les conducteurs ont déjà eu cette sensation en volant. Cette force, c'est ce que l'on appelle la force centrifuge. Heureusement, l'adhérence des pneus à la route permet de résister à cette force. Mais plus le virage est serré et la vitesse élevée, plus cette force est importante. Et si l'on aborde un virage à trop vive allure, l'adhérence ne suffit plus. Le risque, c'est la sortie de route. Cherchons d'abord à comprendre l'origine de la force centrifuge. Pour cela, il suffit d'observer la situation depuis l'extérieur. Lorsque la roue tourne, elle entraîne l'astronaute dans son mouvement. De façon analogue, il peut s'agir d'une centrifugeuse, mais aussi d'un manège, et même de notre planète tout entière. La Terre tourne en effet sur elle-même. À sa surface, nous sommes entraînés par sa rotation. La force centrifuge, qui provient de la rotation de la planète, a pour effet de nous repousser de son axe de rotation et de diminuer légèrement notre poids en s'opposant à la gravité. Si la Terre tournait plus vite, la force centrifuge serait plus élevée et nous serions plus légers. La Lune tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. Car si la Lune tournait plus vite ou moins vite sur elle-même, eh bien nous pourrions voir l'ensemble de la surface de la Lune, c'est-à-dire la face visible, mais également la face cachée. Sur la Terre, un jeune homme dont la masse est égale à 50 kg a un poids d'environ 490 newtons. Sur la Lune, son poids serait d'environ 81 newtons, car la gravitation de la Lune est plus faible que celle de la Terre. La gravité lunaire est 6 fois moins forte que celle de la Terre. Et quand on regarde les vidéos de la NASA sur les premiers pas de l'homme sur la Lune, on pourrait avoir l'impression que les cosmonautes sont en train de flotter dans le vide comme des espèces de grosses baleines. Si la Terre et la Lune subissaient une rotation d'une vitesse supérieure à cette balle de tennis tournoyante et mouillée qui repousse les gouttes d'eau hors de sa surface directement dans le vide, pourquoi ne sommes-nous pas aussi propulsés hors de la surface terrestre de notre planète dans le vide interstellaire?
Pour ceux qui diront que cela est dû à la gravité ou à l'atmosphère terrestre, cette hypothèse ne s'applique plus lorsqu'on prend le cas des astronautes d'Apollo 11 sur la Lune qui, eux, n'ont visiblement pas subi de force centrifuge due à la rotation de la Lune. Cette même Lune qui exercerait une force d'attraction 6 fois inférieure à celle de la Terre et par conséquent qui devrait offrir moins de résistance à cette force centrifuge, mais qui semble pourtant tout aussi bien maintenir ces astronautes au sol. Comme quoi, on peut apprendre de travers quand on comprend pas ce qu'on apprend. Car quand on regroupe tous les éléments, souvent les explications tiennent plus la route. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de but à essayer de convaincre que des convaincus. Surtout que les convaincus, à croire sans comprendre, dans un débat, ils se retrouvent souvent vaincus comme des cons. Parce qu'il y a quand même quelque chose de formidable, c'est qu'on peut gagner un débat à base d'argumentation, sans forcément avoir raison. Pourquoi les rayons du soleil semblent-ils être plus intenses sur cette petite zone indiquée par la flèche et que l'autre moitié de la Terre est éclairée de façon égale et constante? On dirait presque que cette petite zone suréclairée mais cachée par une partie du satellite soit le soleil qui se trouve à ce moment sous les astronautes, sous le firmament, et qui serait bien plus petit et plus proche que ce que l'on nous dit. Xander crée plus de bijoux que Kaguya. Je me lance sur l'objectif comme un kunai. Je connais des astuces qui seront efficaces. Dès que j'en place une, certains me dévisagent. Je me montre, je libère mes pouvoirs véritables. Je devrais retourner dans le futur en capsule pour qu'ils aient enfin un niveau équitable. Je m'en réjouirais qu'à l'idée. Je les émascule sans notion médicale. Je les enterre comme un canidé. Tel un cas problématique de gravité envers les marchands de produits périssables. Xander propose la qualité pour pencher la bascule sur un plan vertical. Si la Terre se déplace presque à la vitesse du son, comment ces astronautes peuvent se retrouver à l'extérieur de la planète, flotter dans le vide et encore voir la Terre qui devrait être bien loin déjà? Pour ceux qui diront qu'ils sont attirés par l'attraction terrestre qui les entraîne dans son parcours, cela voudrait dire que ces astronautes sont censés constamment ressentir les effets d'un objet qui chute interminablement vers le sol terrestre, ou du moins d'un objet qui est tiré par une force à environ la vitesse du son. Mais comme on peut le voir, ces astronautes semblent juste flotter dans le vide, peinards et immobiles.